Les bandes dessinées africaines, par leur capacité à refléter les réalités du continent, tout en touchant des publics internationaux, offrent un terrain fertile pour l'épanouissement de la créativité et la promotion de la diversité culturelle. De même, les arts connexes, tels que l'animation, le webtoon, les jeux vidéo et toutes leurs applications dans l'univers créatif du numérique bénéficient d'un intérêt croissant tant sur le plan national qu'international. Dans ce panel que j'ai le grand plaisir d'animer, nous débattrons des dynamiques collaboratives et des enjeux économiques qui influent sur cette filière en pleine émergence dans nos territoires. Nous analyserons en détail les facteurs qui façonnent l'écosystème de la bande dessinée et des arts connexes en Afrique francophone, tout en mettant l'accent sur des aspects tels que la production, la distribution, le financement, la professionnalisation et la visibilité sur le marché mondial. Nous discuterons également des initiatives prometteuses, des collaborations innovantes et des stratégies de croissance qui pourraient permettre à cette filière de s'épanouir pleinement et de jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans ces rencontres professionnelles coordonnées par Ressources éducatives Nzila Malembe Franck des éditions graphiques Noir Congo. Bonjour. Bonjour. Joël Épée des éditions Matouda Congo, de la Guinée et du Cameroun, c'est une multinationale. Fatoussi des éditions Nara du Sénégal et Béatrice Laline Ogbado des éditions Ruisseau d'Afrique du Bénin. Bonjour, je suis Lili Rouyihin, je suis coordinatrice du projet Ressources éducatives au Bénin et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en m'adressant à Joël Épée. Joël Épée, on t'a découvert sur Facebook. Est-ce que c'est correct? Le grand public m'a découvert sur Facebook. Les toutes premières personnes m'ont découvert sur un blog qui s'appelait le blog des Aliens. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune autrice du Cameroun qui commence par produire, créer de la BD, décide de s'emparer de Internet en ignorant royalement toute la structuration de la filière livre qui existait? C'est le royalement là qui m'impressionne. Hein. Ça montre soit un niveau d'assurance ou d'arrogance ou d'inconscience. Non, mais tout simplement, j'étudie à la banque en Belgique. Je veux faire de la BD depuis quasiment ma naissance. Ça, je sais, depuis que je veux faire de la bande dessinée. Et en fait, comme tout auteur ou aspirant auteur, je voulais être publié dans une maison d'édition, qu'on va dire maison d'édition dite classique. J'avais déjà eu l'opportunité en 2006 d'être publié chez Spirou, ce qui était une très bonne opportunité pour une Camerounaise basée au Cameroun à l'époque. Donc après mes études, j'ai vu des maisons d'édition, mais j'ai été rejeté par tout le monde. Aucun éditeur ne voulait éditer ma BD. Et après une période de dépression relativement importante, je me suis rendu compte que voilà, si on ne veut pas de ma BD pour des raisons aussi simples que voilà, ton sujet il est pas mal, mais tu n'es pas en Europe, donc organiser des séances dédicaces, il faut à chaque fois te faire venir de ton pays. Le sujet il est pas mal, mais il y a vraiment un but européen pour ce que tu écris. Ton sujet, il est pas mal, mais. Ton sujet, il est pas mal, mais. Donc, à un moment donné, j'ai fait une rencontre qui a complètement déstructuré ce que moi-même, je pensais être la chaîne du livre. C'est l'ancien directeur de Lyon BD Festival, M. Mathieu Diez, qui m'a dit, au lieu d'attendre le prince charmant, l'éditeur, tu peux être ton prince charmant. Et c'est comme ça, du crowdfunding. Et que par le crowdfunding, qui est le financement participatif, j'ai pu avoir à l'époque 15 000 €. Et avec cet argent, j'ai sorti 3 000 exemplaires du tome 1 de La vie d'Ebn Douta. Et les ventes m'ont permis de sortir le tome 2, le tome 3, de travailler sur les suites et sur d'autres types de projets. Donc
ce n'était pas vraiment l'arrogance, c'est le rejet. Le rejet, ça peut faire des monstres ou des rois, je pense. Madame Gbadou, vous avez créé il y a 30 ans cette maison d'édition Ruisseau d'Afrique. Vous êtes une des maisons d'édition, on va dire, les plus anciennement structurées en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu l'occasion de travailler avec vous depuis la phase pilote du projet Ressources éducatives. Vous êtes notamment la maison d'édition qui a assuré l'édition de la collection 9e Rêve, qui est une collection de 9 albums BD que nous avons coordonnés avec la maison d'édition au BD. Comment envisagez-vous une suite professionnelle pour les 9 auteurs qui sont dans cette collection? Est-ce que vous avez déjà été approché par des structures qui sont prêtes à vous racheter des droits d'adaptation? Comment est-ce que leur carrière professionnelle peut aller au-delà de l'horizon album, livre, BD et rentrer dans le champ du numérique avec toutes les opportunités professionnelles que le numérique offre? Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'avènement du projet Ressources éducatives a permis de remettre sur les rampes des communications et la priorité de ce que ça peut être pour un peuple, une nation, de mettre donc sur les premières pages des médias la question de l'éducation de l'enfant, à l'aide de ressources qui ne sont pas prescrites à l'école, mais qui sont des ressources d'abord de loisirs et qui accompagnent et soutiennent l'apprentissage. Donc cette mise en lumière et cette focalisation, ça génère beaucoup de dynamique, que ce soit au niveau de la création. Donc, on a une dynamique au niveau de la création qui est des manuscrits, des illustrateurs, des planches de BD, en l'occurrence. Niveau création, il y a aussi une dynamique de création de maisons d'édition jeunesse. On a été solitaire pendant longtemps. Notre première activité de littérature de jeunesse date maintenant de 32 ans. Et donc, c'est comme on est longtemps dans le désert à prêcher, puis on voit progressivement toute une foule qui arrive et qui a la même détermination, et ça aide à porter plus loin. Donc, pour tous les auteurs, les jeunes, comme ceux qui existaient, parce que le Bénin peut se prévaloir d'avoir un vivier d'auteurs illustrateurs depuis les années 2000, 2003 ça a commencé. C'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui leur est accordée de se mettre plus en lumière, d'entrer dans des dynamiques de collaboration aussi. Alors, on a été approché, par exemple, pour des traductions en anglais de la collection 9e Rêve. Et on est aussi dans une dynamique bilingue pour mettre en lumière les langues nationales, travailler pour que ces livres-là soient aussi adoptés dans cette dynamique langue maternelle. On a aussi une dynamique de promotion qui est un peu soutenue par le mouvement Ressources éducatives. Et là-dedans, je compte les agents culturels, les journalistes culturels et toutes les associations qui essaient de promouvoir le livre auprès des enfants. Et à ce niveau-là, ce qui est offert, c'est des ateliers de médiation de faire entrer les livres dans les écoles. Ça fait connaître plus les BDI et d'ailleurs de manière générale les auteurs de livres jeunesse. Donc le numérique est aussi une chance. C'est des marches à gravir pour y arriver. Au niveau de Ruisseau d'Afrique, on est en formation, on s'attelle à se mettre au niveau. Mais c'est une opportunité et nous comptons bien la saisir dans le sens de la vente, mais aussi la bibliothèque numérique. Merci beaucoup. Ma prochaine question va s'adresser à Madame Fatoussi, des éditions Nara. Est-ce que éditer et vendre de la bande dessinée en Afrique de l'Ouest est rentable, vraiment? Cette question est plus ou moins complexe
On ne peut pas donner une réponse affirmative d'un coup, comme on ne peut pas aussi aller dans l'autre sens. Mais ce que je peux dire, c'est un secteur en devenir. Tout à l'heure, Béatrice, la grande sœur Béatrice l'a rappelé. Là, elle a même évoqué l'angle des langues nationales, la BD sous l'angle des langues nationales. Pour ce qui est du cas du Sénégal que je connais, la première maison d'édition qui a été fondée par le président Senghor et au début qui regroupait 3 pays, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire, les nouvelles éditions africaines du Sénégal, ont produit une bande dessinée qui est toujours un best-seller dans nos pays, Les aventures de Luc le Lièvre, et qui est régulièrement revisitée. Donc, la BD, moi personnellement, le constat que je fais en tant qu'éditrice, je me rappelle quand on venait de créer notre maison d'édition en 2008, le premier genre auquel on a pensé pour toucher le public, surtout le public enfant, par le biais d'un livre de jeunesse, c'était les BD. Mais c'est un projet qu'on a vite, on avait même commencé l'élaboration de 2 maquettes, mais c'est un projet qu'on a vite rangé dans les tiroirs pour nous tourner vers les livres illustrés. Mais là, de plus en plus les années passent, plus je me rends compte que le vivier est là. C'est un marché qui est porteur. Et dernièrement, on l'a abordé sous 2 angles, l'angle éducatif et sous l'angle aussi de nos langues nationales. Là, je l'évoquais hier, on a eu un appel à soumission au Sénégal du ministère de l'Éducation nationale. Et il se trouve que dans cet appel à soumission destiné aux élèves de l'élémentaire, la BD a été mise en avant comme genre. Il y a eu la BD, il y a eu les livres illustrés. C'est les 2 genres qui ont été retenus. Donc c'est une première. Et même quand on s'intéresse toujours à l'aspect éducatif pour le livre de jeunesse, là on se rend compte de la captation de l'image pour les enfants. 80% en général des livres pour enfants, 80% c'est les illustrations, du moins si on veut s'incruster dans le canevas. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que c'est un genre en devenir. Mais quand même on est confronté à des problèmes. On est confronté à des problèmes dans la mesure où c'est vrai qu'on a des auteurs illustrateurs dans ce genre, mais il y a aussi ce qu'on appelle, on a des freins. Les freins, c'est quoi? C'est la disponibilité des financements pour le BD. Parce que c'est un genre qui n'est pas réellement, c'est vrai que c'est bien ancré, mais ce n'est pas tellement intégré dans le genre des livres classiques. Quand on parle de livres classiques, c'est le livre de jeunesse illustré et autres. Là, c'est un premier point. Juste avant de venir dans ce salon, la semaine dernière, s'est tenu à Dakar un festival de la BD. Ce qui a été une grande innovation pendant 3 jours. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller y assister, mais d'après les échos que j'ai eus par le biais de nos collaborateurs à Dakar, ça a été un franc succès sur tous les plans. Donc moi, je me dis qu'il faut peut-être essayer d'initier, peut-être au niveau de ressources éducatives, un état des lieux, peut-être même par le biais d'un colloque. Un colloque, peut-être, ce serait prétentieux. Peut-être essayer d'organiser, même pas des assises, mais essayer de faire une réflexion autour de ce genre en devenir, peut-être au niveau de ressources éducatives. Ça va nous permettre aussi, nous autres professionnels du livre, du secteur, de mieux s'approprier de ce genre, mais essayer aussi de mieux professionnaliser par une formation, par des thématiques de formation, cette filière aussi en nous aidant. Ça peut être aussi un début de solution pour nous autres éditeurs qui souhaitons nous incruster dans ce genre. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur la BD. Franck, Fatoussi vient d'interpeller la communauté des créateurs et des opérateurs culturels sur la nécessité de faire un état des lieux du genre BD dans nos territoires. Quel est l'état des lieux du genre au Congo? Si les éditions graphiques noires ont une vue d'ensemble sur l'écosystème. Oui, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du... D'accord. L'état des lieux au Congo-Brazzaville, c'est un environnement qui est assez bouillonnant, tout ce qui touche à la bande dessinée.
Et là, je me permets de parler du Congo-Brazzaville, mais je me permets aussi de parler des deux Congos. On a historiquement, lorsque moi je discute avec les anciens d'une certaine époque, la bande dessinée a vraiment existé au niveau du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. On a une certaine époque, c'était avant tout des BD importés, mais nos pères, nos parents ont toujours lu de la bande dessinée. Moi j'ai souvenir qu'il y avait pas mal de titres, il y avait par exemple des vieilles BD comme Zembla, des choses que moi je n'ai pas connues, mais que par exemple mon père, et je suis même tombé une fois sur un ministre qui m'a, lorsqu'il me voyait faire de la BD, m'a parlé de tout un tas de titres Rahan, de tout un tas de choses que lui connaissait. Et au niveau du Congo, ça a toujours existé. La bande dessinée, nos parents ont lu de la bande dessinée. On a vécu une petite période de troubles, un peu malheureusement politique, où il y a eu une déconnexion à la fois du livre en général, mais aussi de la bande dessinée. Et nous, les nouvelles générations, ce qu'on tente de faire, c'est tenter de faire revivre quelque chose qui a toujours existé. Les Congolais dessinent énormément. Moi, ça fait 15-20 ans que je suis là-dedans. Il y a énormément de dessinateurs, énormément d'illustrateurs. Et donc, il y a un écosystème qui existe, qui est présent. Il y a des initiatives qui sont prises, notamment avec le grand festival qu'organise Joël, qui s'appelle le Billy BD Festival, qui montre bien que chaque année, il y a de plus en plus d'auteurs qui arrivent sur le marché, de jeunes dessinateurs qui, par curiosité, commencent à dessiner. Et donc, au niveau de Brazzaville, je me permets de parler aussi de Kinshasa, au niveau de Brazzaville et Kinshasa, je peux dire qu'il y a un écosystème qui existe, qui est là. Et tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui, elle, si je ne me trompe pas, de Lomé, donc on lui parle énormément du Congo comme étant un pays où il y a énormément d'illustrateurs, énormément de dessinateurs. Et donc, il y a un écosystème qui est là. Ce qu'il va falloir faire, c'est de le professionnaliser, c'est de faire en sorte que les dessinateurs de bande dessinée se professionnalisent, qu'il y ait toute une chaîne entre le scénariste, le dessinateur, les éditeurs, les distributeurs. C'est, je pense, au jour d'aujourd'hui, les défis qu'on doit relever. En tout cas, je pense, moi, qui suis dans le domaine depuis plus de 20 ans, au niveau de la base qui est, je dirais, de la création de la bande dessinée en elle-même, je pense qu'on y est déjà. On y est déjà. Il va falloir professionnaliser encore un petit peu parce que c'est difficile parfois de travailler. Je pense que c'est partout pareil. Je pense que dans tous les pays africains, les artistes restent des artistes et c'est parfois difficile entre ceux qui font les commandes. Parce que j'ai discuté avec, là, il n'y a pas longtemps, avec mon frère, je crois, de Djibouti, qui disait que bon, voilà, c'est difficile pour lui de travailler avec les artistes parce qu'ils ne respectent pas les délais, ils ne sont pas toujours très carrés. Partout, c'est la même chose. Les artistes restent des artistes. Mais je pense qu'on a, au niveau du Congo-Brazzaville, j'ai avec le temps réussi, moi, au niveau de Graphique Noir, réussi à, c'est pas toujours facile, hein, mais réussi à faire en sorte qu'on discipline, qu'on fasse comprendre aux artistes que bon voilà, l'idée c'est de sortir, l'idée c'est d'être vu, l'idée c'est de produire au maximum. Et on a tenté des expériences, on a tenté, chaque fois on essaie des choses. Et c'est très différent du Sénégal où, par exemple, nous, on n'a pas commencé, par exemple, par le livre illustré. J'ai trouvé que nous, au niveau du Congo, c'est plutôt la BD pure. C'est plutôt la BD pure qui intéresse. Pourquoi? Parce qu'on... Est-ce que je peux dire qu'on subit ou je dirais qu'on est influencé par l'international? Et je pense que tous les pays, toutes les jeunesses de tous ces pays, les pays africains, on est tous influencés par l'influence du manga. Moi, à une certaine époque, moi, lorsque je grandis, je suis influencé par la BD franco-belge, je suis influencé par le comics américain. Et un peu plus tard, je rentre à plein pied dans le manga, au point où je suis obsédé aujourd'hui par le manga. Et c'est le manga qui m'a littéralement transformé. Et ce que je pense que l'expérience que j'ai eue à Brazzaville, ce que moi, en tant que pionnier, j'ai tenté de faire dans le domaine de la BD, a fait un peu tache d'encre sur pas mal de collectifs aujourd'hui qui se créent, que je connais énormément. Il y a énormément de collectifs qui se créent. Ce pas toujours des gros collectifs, mais je pense que 2, 3 ou 4 personnes qui se réunissent, ça fait déjà nombre et ça permet de faire quelque chose. Et je pense que j'ai fait un peu, je les ai un peu influencés, en leur prêchant un peu le modèle économique que moi j'ai développé, peut-être qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui,
Notre objectif, nous, au Congo-Brazzaville, c'est de produire le plus simplement possible, de rendre la bande dessinée le plus visible possible en produisant des choses simples et qui sortent le plus rapidement possible. Et donc, pour ne pas trop m'élargir, ce que je dirais, c'est que oui, il y a un écosystème qui est là, qu'il faut professionnaliser. Il y a, moi, au vu de ce que j'ai fait, il y a un public. Il y a un public qui est là. J'ai été surpris par les ventes que moi j'ai fait pour les premiers tirages qu'on a fait. J'ai été surpris. Et si je dois parler du projet ressources éducatives, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail, c'est que ressources éducatives nous a permis au jour d'aujourd'hui de régler l'un des points, je pense, qui était pour nous le plus important, qui est la partie de la production. Donc je vais développer ça tout à l'heure, je m'arrête là, mais je rentrerai en détail tout à l'heure. Joël Épée, on t'a suivi notamment depuis 2020. Moi, je t'ai rencontré en 2020, en plein Covid. Et depuis, tu n'as pas arrêté. Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique qui avaient été montées, cette exposition que tu as co-curatorée, qui avait été montrée Africa 2020, a fait le tour du monde. On l'a reçu au Bénin dans le cadre du projet Ressources éducatives. Tu es allé en Corée du Sud, en Colombie. Comment on passe de la fille rejetée de partout sur Internet et j'ai pas fini. Parce que là, on sort d'un pop-up, Bilili pop-up. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été soufflé par une minerai nucléaire. Comment on passe de Facebook à une expo internationale, à des pop-up qui s'organisent dans tous les pays, à un festival? Où sont les clones de Joël Épée? Ben, c'est très intéressant la façon à laquelle tu t'acharnes. Non, mais c'est un... Je l'ai dit tout à l'heure. Répondre à mes mails. C'est un private joke. Donc, mais c'est très intéressant aussi parce que les questions que tu poses orientent aussi le discours, même si on l'a préparé à l'avance, le discours après est modifié. Avant cet entretien, je n'avais pas pensé que j'allais utiliser le mot rejet plus de 2 fois pour la conférence, mais le rejet, surtout dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont du mal avec le conflit, le rejet, la non-acceptation. Dans une société où on consomme tout très vite, dès qu'il y a un rejet, ça braque, ça frustre, ça blesse. Au lieu de prendre du recul et de réanalyser le produit et de se dire pourquoi est-ce qu'il est rejeté, pourquoi est-ce qu'on m'a dit non, en fait. Et le non a vraiment été, dans mon cas, un catalyseur et un booster. À partir du moment où j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de me dire ok, je suis camerounaise, j'ai un passeport camerounais, je suis une femme, et à chaque fois que je veux traverser une porte, on me rappelle que je suis africaine et que, je passe à l'étape où j'en fais une force, et ce n'est plus une faiblesse. Donc après le crowdfunding, j'ai vraiment été au contrôle de toute la chaîne du livre, de voir de moi en tant qu'artiste qui rend les travaux hors délai. J'ai appris à me discipliner pour rendre moi-même les choses à temps, pour que l'imprimeur fasse son travail à temps, pour que moi qui travaille sur ma communication, je puisse commencer à communiquer à temps, pour que moi qui planifie les dédicaces, qui travaille avec des distributeurs, que tout le monde puisse... Donc en fait, ça a vraiment été un point pivot, ce nom, parce que à partir de 2017, c'est en 2017 que j'ai sorti le tome 3, c'est une série qui est prévue en 6 tomes et qui raconte le quotidien d'une fille qui a ce qu'on appelle affectueusement une vie de merde. Donc après avoir sorti le 3e tome, j'étais dans la réflexion de ok, j'ai réussi à sortir ma BD, je réussis à me faire inviter, à dédicacer, mais dans plusieurs pays. Mais si je meurs aujourd'hui, dans 20 ans, ma BD sera peut-être dans une médiathèque.
quelqu'un parlera de ma BD comme Franck a parlé de Zembla, genre un souvenir de vieux, alors que moi, j'ai lu cette BD jeune, donc je ne sais pas. On a les mêmes cheveux blancs, mais on n'a pas la même expérience de la vie, là. Donc, je ne sais pas comment je dois vivre mon interprétation de Zembla, BD de vieux. Donc, mais voilà, ma BD, dans 20 ans, ben, quelqu'un va aussi en parler, genre, ouais, j'avais vu une BD orange comme ça dans une médiathèque. Donc, j'ai vraiment une crise existentielle sur qu'est-ce que je peux faire d'autre à part être autrice, ou en plus d'être autrice. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier festival de BD. J'ai eu l'opportunité d'être formé au Bois BD Festival, qui est le festival de BD au Cameroun. Et après, quand je suis arrivé au Congo-Brazzaville, de créer le Bilili BD Festival, qui a commencé avec 200 visiteurs. Je dis toujours ça parce que ce n'était pas mon pays de base. Ils ne m'ont toujours pas donné la nationalité aujourd'hui, même si j'ai été adopté par le Congo. Mais les 200, c'était purement organique dans un pays où le focus, c'était la SAP ou la musique. D'ailleurs, il me semble que c'est Ville créative UNESCO pour la musique. Donc, passer de 200 en 2016 à plus de 10 000 visiteurs en 2022, ça a vraiment été... Quand Franck dit qu'il y a un vivier, ben le vivier s'est créé, s'est consolidé et aller à la conquête de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que les jeunes éditeurs qui viennent à Bilili maintenant ou qui ont eu des formations pour pouvoir éditer d'autres, ils n'éditent plus seulement les Congolais, ils éditent aussi des Camerounais, des Gabonais, ils font des collaborations avec d'autres pays. Et pendant que je faisais le modèle, ok, le festival, c'est bien, je ramène en Afrique centrale des grands, moyens et petits profils pour que les jeunes qui rêvent absolument de quitter leur pays se disent que ce qu'ils rêvent de toucher peut venir à eux. Je suis passée à une autre phase à un moment donné, grâce au programme Les Courants du Monde. J'ai été formée au musée du Louvre pour créer des expositions temporaires. Et à la fin de ma formation, j'ai commencé à travailler avec la Cité de la bande dessinée d'Angoulême et notamment mon co-commissaire sur Koubouni, Jean-Philippe Martin, sur Koubouni et bande dessinée d'Afrique, Afrique.s, parce que justement, que ce soit Madame Saïk ou Franck Fatou ou Franck Béatrice, enfin, chacun a son vécu dans son pays. Nous sommes tous noirs, mais on n'est pas un village, quoi. Et même dans le village, chacun a sa maison. Donc on a tous des héritages différents, on a tous des identités, on a tous des langues. Et quand on dit bande dessinée africaine, c'est quelque chose qui ça ne me fait plus saigner des oreilles. Je travaille sur moi. Mais bande dessinée africaine, ça donne l'illusion que c'est homogène. Alors que nous ne sommes pas homogènes. Et donc faire l'exposition Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique, c'était de montrer nos spécificités, nos identités, nos ressemblances et nos différences. J'ai travaillé sur d'autres expositions aussi, mais celle-là a été l'exposition la plus populaire. Elle est dans le catalogue Institut français et on a eu le choc, mon commissaire et moi, de voir que c'était le meilleur démarrage dans les expositions qui étaient proposées et que c'était la plus demandée pendant plusieurs années. Et pareil, j'arrive au stade où les expositions, ça marche, le festival, ça marche, mais il y a toujours le nom du départ à créer une soif différente. Donc la réflexion après, c'est, ok, tu existes en tant qu'autrice, tu continues, je fais La vie d'ébène, je fais d'autres choses. Tu existes en tant que festival, donc tu crées des clones d'autres auteurs pour qui le voyage ne va pas être de la destination finale, mais de l'enrichissement. Parce que tu proposes aux auteurs de voir des profils, mais à un moment donné aussi d'aller à l'étranger. Et tu commences par des pays d'à côté, on reste sur le continent, parce que, soyons réalistes, quand tu as un visa pour un pays de Schengen, et si tu n'as pas été préparé émotionnellement pour cette aventure, il y en a qui deviennent apprentis boulangers alors qu'ils étaient entrés dans le pays comme dessinateurs de bande dessinée, d'accord? Je n'indexe personne, c'est la vraie vie. Donc le travail aussi où on prépare avec le festival, on prépare les profils pour qu'ils deviennent des piliers dans leur pays, pour qu'ils deviennent des lumières dans leur pays.
et on organise des voyages dans d'autres pays d'Afrique pour qu'ils se disent « Ok, effectivement, on est tous noirs, on a tous des problèmes de courant, mais on peut s'en sortir, en fait. On peut trouver d'autres solutions que juste se plaindre de nos gouvernements, parce que de toutes les façons, on n'a qu'un seul droit de vote. On peut voter qu'une fois, donc on ne peut pas régler tous les problèmes, mais on peut travailler différemment à exister. » Et donc, en parallèle, il y a eu les projets de musée de la bande dessinée. Donc, quand tu dis Corée du Sud et tout ça, c'est que, autrice de BD, directrice de festival au Congo, le festival est passé à une étape des pop-up, c'est-à-dire que le festival quitte. Il y a le festival principal au Congo qui se tient chaque première semaine de décembre, et tout le long de l'année, il bouge. Il a des extensions dans d'autres pays. Et les extensions s'appellent des Bilili Pop-Up. Et le tout premier pop-up s'est tenu grâce à Ressources Éducatives Guinée, qui a vraiment porté ce projet à bras le corps. Donc, bon, ce n'était pas prévu, mais on peut applaudir très fort pour Ressources Éducatives Guinée, s'il vous plaît. Hein? Donc, Louise est dans la place, elle nous entend. Oui. Elle est timide, je ne voulais pas donner son prénom, toi aussi. Donc, mais voilà, donc, avoir des partenaires comme ça qui portent, qui disent « Ah non, mais c'est un beau projet » et qui portent, et après on voit qu'il y a des résonances dans d'autres pays, je ne peux pas les nommer maintenant puisqu'on est en train de finaliser les accords, mais voilà, il y a plusieurs pays qui souhaitent accueillir des pop-up pour que des auteurs lauréats ou présentés au Bilili principal puissent bouger. Donc ça renforce le circuit de visibilité, de distribution, ça contribue à ce que les éditeurs qui vendent leurs travaux, leurs BD, leurs collections à Bilili du Congo, on continue le travail dans d'autres pays où ils n'avaient pas de FNAC ou d'autres librairies qui pouvaient être intéressés par la bande dessinée, parce que comme a dit Fatou, la bande dessinée a toujours été pas le vilain petit canard, mais presque, de la littérature, donc tout le monde ne mise pas toujours dessus. On va penser livre illustré ou roman, mais on ne pense pas à l'entre-deux, alors qu'entre 7 ans et 77 ans, d'ailleurs c'est Hergé qui l'a dit, il y a toute une frange de la population qui se construit intellectuellement, qui se construit dans son imaginaire. Quand on parle de la déferlante du manga, pourquoi est-ce que le manga va nous toucher autant? Mais c'est peut-être parce que le manga a une narration initiatique qui rappelle nos contes, d'un personnage qui commence enfant, mais qui finit adulte, qui construit une famille. Peut-être qu'on se connecte plus à ça et qu'on se déconnecte du franco-belge, parce que le franco-belge est statique. Le personnage n'a pas d'anniversaire, il ne change pas d'habit. Enfin, maintenant, peut-être un peu, mais il a une identité figée que le manga n'a pas. Et nous, dans nos contes, dans nos légendes, nos personnages évoluent. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qui, moi, me poussent à chaque fois à développer une nouvelle activité, vu qu'à la racine, j'ai étudié toute la chaîne du livre et que j'ai eu aussi à créer une maison d'édition pour produire une première vague d'auteurs pour fin 2024, début 2025. Merci Joël. Madame Bado, Madame Si, ma question va s'adresser à vous. Il y a plein de dynamiques sur chacun de nos territoires, même si on fait tous partie de ces subsahariens. On se rend compte que nos pays beaucoup de private jokes, hein, ont des contextes sociologiques différents. Il y a des collectifs au Congo, il y a le Bilili Festival, il y a les pop-up. Au niveau du Bénin, par exemple, au sein du projet Ressources Éducatives, nous, on a monté un dispositif en 3 bras articulés. Il y a du soutien à l'édition, il y a de l'appui à la création de BD, donc avec pour cible des auteurs illustrateurs de BD qui sont formés dans une approche un peu en incubateur, dans un pipeline. On a mis en place un programme de formation sur 1 an et demi qui doit aboutir à la création d'une collection de BD pour les auteurs. Et en même temps, on travaille énormément, notamment au niveau de l'axe appui institutionnel du projet Ressources Éducatives, à nourrir le dialogue avec les institutions publiques on a mobilisé tous les lobbies disponibles avec Madame Bado pour essayer de rentrer dans le marché du livre au programme et du système éducatif dans une perspective vraiment de créer des retombées économiques pérennes pour les acteurs du secteur. Tout ça, c'est bien beau. Mais à toutes les deux, je pose la question, comment on fait
pour prendre la suite de toutes ces dynamiques que le projet Ressources éducatives impulse dans une quinzaine de pays africains, en sachant que les projets ont une durée de vie souvent limitée et que du coup le financement a le même destin. Comment on fait? Comment faire? Moi, je reviendrai bien aux questions de circulation. Ce que Joël a dit pour finir, et ce que disait Fatou tout à l'heure, nous renvoie aux dynamiques de circulation du livre. La circulation et l'accessibilité. Donc, les projets viennent, injectent des fonds, ça crée beaucoup de dynamiques, notamment de création. Mais pour penser dans la durée, il faut, dès la conception du projet, parler des aspects de la circulation et de l'accessibilité. Et aujourd'hui, ce n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'on a des livres, on a la collection 9e Rêve, a déjà la 2e fournée qui est en train d'être apprêtée, on pourrait les publier, mais est-ce que l'objectif, c'est de les publier, de les parquer dans les magasins? Combien sont vendus depuis 2022-2023? Alors, le projet, s'il réfléchit, trouve une réponse à cette question, permettra la survie de la dynamique après le projet. Mais si le projet nous permet juste de produire une dizaine de livres ou une vingtaine de livres ou de faire lever des jeunes qui créent des maisons d'édition et qu'il n'y a pas une dynamique de faire venir le livre jusqu'au lecteur final, on n'a pas réglé encore les problèmes. Alors, dans les dynamiques de circulation existantes, nous avons l'habitude de faire, par exemple, des co-éditions. C'est la première possibilité, le Congo, Brazza ou Kinshasa, qui se met avec le Sénégal ou le Bénin, et en coproduisant, en co-éditant le livre, pardon, à la base, on permet de rendre présent le livre dans plusieurs capitales à la fois. Chaque capitale rayonnant de son côté, ça permet d'avoir un rayonnement du livre sur le continent et un peu. Et là, on peut voir les premières coéditions 2003-2004 avec la Guinée, Gandal de Guinée, Eburni de Tunisie et Ruisseau d'Afrique. Les collections Serein, Libellule, ça a permis de faire rayonner le livre vraiment, et plus loin le Miroir d'encre et d'autres collections qui ont été créées après, à la découverte de la vie, etc. Cette dynamique de coédition est maintenant insufflée. Est-ce que les livres qui sont rendus dans les différentes capitales sont vraiment vendus? Cette question, on se la pose maintenant. Sinon, on finira avec le projet, on aura peut-être levé des maisons, produit plusieurs livres, mais on n'est pas au bout du processus. Dans les dynamiques de circulation, on peut noter aussi la question de la traduction, du passage d'une langue à une autre, les questions de cession de droit. On en a parlé et grâce à cette formation du mardi matin, on est revenu sur plusieurs aspects. Les questions ne sont pas résolues, elles sont posées. Et comment résoudre ces questions? Comment créer réellement un passage, des passerelles d'une capitale à l'autre et rendre fluide la dynamique qui existe? Parce que quand on reçoit la formation, il y a une effervescence. Et puis quand on arrive sur le terrain, quand on se met à l'œuvre et qu'il y a un couac, il y a une rétraction de part et d'autre. Et chacun est légitime pour se dire, bon, je crois que ça me bouffe de l'énergie, je vais arrêter ça, etc. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui va permettre de fluidifier et de donner cette vie interne déjà au niveau des différents professionnels que nous sommes pour qu'on soit dans une dynamique vraiment de coopération et de collaboration grâce à ce projet? Quand je parle de circulation, je vois aussi tous ceux qui, comme les acteurs culturels, les journalistes culturels, peuvent créer une émission, parler du livre et influencer la décision des acheteurs. Je vois les questions de plaidoyer, on a beaucoup travaillé là-dessus au Bénin. Mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a toujours pas pris la décision. Donc nous avons produit des livres, mais se pose toujours la question. Le consommateur final, l'enfant que nous chérissons tous et dont nous recherchons le bien-être, que le livre passe par l'éditeur, le distributeur, le représentant, le libraire,
le bibliothécaire, quel que soit le circuit, le livre est-il arrivé à son consommateur? Aujourd'hui, la réponse est non. Quand on est dans un salon ici comme le SILA, on se voit, c'est gai, on voit que les gens arrivent, il y a plein d'enfants qui arrivent avec les chèques livres. On peut faire le bilan à la fin du SILA. Vous verrez qu'on en a vendu 10, 5, 15, 20. Mais pour en vendre, nous en produisons 1000, 2000, 3000, voire 5000. Donc, il y a des effets trompeurs qui font comme si le problème est réglé et on rentre un peu content, satisfait. Mais en fait, on se mousse un peu là, on se caresse dans le sens du poil, mais le fond du fond n'est pas réglé. Donc, moi, j'invite à ce que nous réfléchissions profondément sur les questions de circulation. Et il y a une dynamique qui peut être relancée si tout ce qui touche à la réglementation, voilà, je crois que c'est ça, dans un contrat de coédition. Qu'est-ce qui fait que souvent, à un moment donné, il y a un problème? S'il y a colloque, c'est ces questions clés qu'il faut mettre sur la table. Lorsqu'il y a cession de droit, pourquoi à un moment donné, il y a des rubriques, des aspects qui ne sont pas abordés et on entre en conflit, le projet est immobilisé? Y a-t-il un arbitrage possible sur la base? Pour avancer, je crois que ces questions liées à la circulation et plus loin, liées à la circulation, il y a la question de la subvention de l'édition. Et lorsqu'on subventionne l'édition et qu'on ne subventionne pas la promotion du livre, on a fait le trajet à moitié. Il paraît que s'il y a 80, il y a 100 pas entre toi et quelqu'un, que tu en fais 99 et que tu t'arrêtes, la mission n'est toujours pas accomplie. Je suis d'accord que les pas doivent se faire de part et d'autre. Mais cette question, elle est cruciale. Parce que les moyens, le niveau de vie, bon, selon les capitales, ce n'est pas la même chose, mais le niveau de vie, aujourd'hui, de nos populations, correspond-il au niveau du prix que nous, on est tenté de mettre sur nos livres? Et souvent, la réponse est non. Et donc, les populations, lorsqu'on voit sur un salon les enfants arriver, pleurer pour avoir un livre, on dit, mais les enfants ont besoin de livres, c'est évident. Quelles sont les dynamiques à mettre en place pour aider les éditeurs à plus publier tout ce qu'on a comme moisson aujourd'hui, d'une part, mais à promouvoir aussi ce qui est publié, parce que là, on nous invite aussi là. Il y aura le salon de Montreuil, là, en novembre. Qui, ici, de sa maison d'édition, pourra envoyer 2 collaborateurs à Montreuil, payer les billets d'avion, le séjour à Paris et payer un stand? Le dernier conflit que j'ai eu avec Montreuil, c'était de payer le stand. Parce que les coûts sont vraiment prohibitifs. Donc, si nous restons là, entre nous, dans notre jus, on est heureux, on se voit, c'est la gaieté. Il faut ça, c'est bon, c'est très bon, je vous revois, je vois plein de nouveaux visages, je me dis, on a une assurance, c'est que quand nous passons le relais, il y a un vivier d'éditeurs et c'est une joie, quand on a été solitaire, de voir qu'aujourd'hui, il y a une centaine derrière qu'on a pu, d'une manière ou d'une autre, éveiller. Mais cette joie, elle est superficielle. Si nous allons au fond de notre métier, il y a des questions clés qui, si nous ne les réglons pas, nous allons tourner en rond. Et si le métier n'est pas porteur, si l'on ne vit pas de l'édition va mourir à tous les coups. Merci. Fatoussi. Je rebondis dans le même sens que mon aînée Béatrice, qui a posé la réflexion que je demandais tout à l'heure à ressources éducatives, d'intégrer dans sa feuille de route. Nous appartenons tous, autant que nous sommes, à des ensembles communautaires au niveau de l'Afrique. CEDEAO, CEMAC, UEMOA. Et la réflexion peut être posée déjà à ce niveau sur la problématique de la circulation du livre.
Si je m'intéresse aux ensembles auxquels nous appartenons, Béatrice et moi, c'est l'exemple que je connais le plus, que ce soit la CEDEAO comme l'UEMOA. Sur toute la chaîne du livre, pratiquement c'est détaxé. Mais dans la pratique, quels sont les pays qui l'appliquent? Moi, je sais qu'au niveau du Sénégal, le Code des impôts l'a pris en charge. Mais quand on le prend le Code des impôts l'a pris en charge, certes. Mais on est quand même confronté à des freins. Je raconte l'exemple d'une éditrice du Sénégal, initiatrice même du livre de jeunesse au Sénégal, le cas de BLD, Madame Antoinette Correa, qui a fait affréter un conteneur de livres. Elle a fait tirer ses livres en Asie. Et dans ces livres, il y avait des albums de BD. Mais une fois à Dakar, avec la douane, le problème s'est posé. Faut-il considérer la BD comme un livre ou bien faut-il considérer la BD dans un autre genre? Et finalement, la BD n'a pas été considérée comme un livre. Premier problème. Quand on parle de frein, il y a des questions à régler en amont. La grande sœur a évoqué aussi la problématique du pouvoir d'achat. La BD est un genre, pour nous éditeurs sur la chaîne de livres, est un genre assez coûteux, assez onéreux. La production d'une œuvre de BD. Alors que nous sommes confrontés quotidiennement à des problèmes de rentabilité au niveau de nos maisons d'édition, à un problème de stockage, en parlant de rentabilité. La circulation du livre est un problème en Afrique. Là, l'exemple du Congo est enrichissant pour nous. Je sais qu'il y a un vivier au Congo, mais pour la circulation du livre, comment je vais m'y prendre? Je sais que dernièrement, la réflexion est posée au niveau de l'IPEA. Mais est-ce qu'on va aboutir à des solutions concrètes? Parce que jusque-là, on reste bloqué. On reste bloqué dans la mesure où les freins sont là. Maintenant, on essaie de transcender. Mais on essaie de transcender comment? Il y a des pistes de réflexion. La grande sœur a parlé de cession de droits qu'on peut exploiter. La grande sœur a parlé de coédition. Mais le problème reste entier pour la circulation. Le problème reste entier sur le pouvoir d'achat de nos pays. Alors que même, quand on parle de subventions, également, pour certains pays qui ont quand même des institutions de subvention du livre, mais la BD n'est pas prise en charge. Elle n'est pas considérée comme un livre, au sens classique du terme. Bon, c'est vrai que chez nous, ça commence plus ou moins à bouger. Parce que quand on me dit que la BD est intégrée comme livre scolaire, du moins elle est prise dans le livre de jeunesse, on inclut la BD. Bon, là, je me dis, c'est bien, on a un marché, on a un début de marché. Mais il faut aller au-delà. Parce que quand je vois le succès qu'ont eu certains BD, on prend par exemple le cas de Aya de Yopougon, qui a cartonné, même si ça a été édité, ça a été porté par une maison d'édition occidentale. Mais le succès qu'a eu Aya de Yopougon, est-ce qu'on aurait connu ce même succès si le projet avait été porté par une maison d'édition africaine et mieux même par une maison d'édition ivoirienne? Quels auraient été les freins pour avoir ce succès qu'a connu Aya de Yopougon? Les aventures de Luc le Lièvre, on est tous contents de le voir, c'est un grand classique. Mais la maison d'édition, présentement, a du mal à écouler même un stock assez limité. Alors, comment faire, peut-être, pour trouver peut-être une entente, peut-être un consensus entre ce pouvoir d'achat et le problème de la circulation du livre? Voilà le défi auquel nous, on est confrontés en tant qu'éditeurs à l'heure actuelle. Et ça nous ramène encore toujours sur la circulation du livre, d'où la problématique de la chaîne du livre en Afrique. Pourtant, on est bien d'accord que depuis plusieurs décennies, dans nos régions, au nom de la sacro-sainte intégration régionale, il y a des lois sur la libre circulation des personnes et des biens. C'est des questions qui mériteraient d'être
mis sur la table des négociations avec nos institutions publiques. Franck Malembe, vous avez évoqué tout à l'heure le modèle économique des éditions graphiques noires. En écoutant nos deux co-panélistes, j'ai envie de vous demander s'il n'y a pas une nécessité de mutualiser les besoins, les acquis, de façon à pouvoir ensemble, dans une dynamique collective, en approche de grappe, lever les freins qui minent, on va dire, la rentabilité économique de cette filière dans notre région. Et la question s'adresse à toi et à Joël Épée. Moi, ce que je veux dire à mes deux grandes sœurs qu'il ne faut plus qu'il y ait de frein. Au jour d'aujourd'hui, moi, en me baladant dans les différents stands, en discutant avec chacun de vous, ce que j'ai proposé très simplement, après je vais parler un peu de mon modèle économique, ce que j'ai proposé très simplement, c'est tous de vous envoyer un PDF des fichiers sources qui passent par un simple email et que vous vous appropriez le document, vous l'imprimez en local. Il n'y a pas besoin de frais de transport, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Je vous envoie une œuvre numérique et on s'entend sur comment on va imprimer le document. Je vous montrerai un modèle de comment vous pourrez l'imprimer. Et l'idée, c'est justement, à chaque fois qu'il y a un frein, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un blocage, c'est de trouver des solutions. Moi, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait au Congo-Brazzaville, pourquoi j'aime le manga, et pourquoi je dis que je n'ai rien créé, je n'ai fait que copier, et je pense que les Japonais eux-mêmes ont copié aussi quelque chose peut-être bien auparavant. Moi, j'ai étudié la question du pouvoir d'achat au niveau du Congo, j'ai étudié la question des formats au niveau du Congo, et je me suis dit que la meilleure façon de faire les choses, c'est pour stimuler la lecture, c'est rendre le livre accessible. Et comment le rendre accessible? C'est, j'ai très simplement utilisé une stratégie que je n'ai pas inventée. J'ai à côté de moi ici, j'ai des petits trucs comme ça qui sont là. C'est des petits livres qui sont là. Ils font, pour certains, ils font entre 16 et 22 pages, et parfois il y a 32 pages. Ils sont vendus au niveau du Congo-Brazza, ils sont vendus à 1000 francs. Et parfois même, j'en faisais à 800 francs CFA. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, c'est que j'ai créé une histoire qui... sur un fichier Word va peut-être faire une centaine de pages, et ensuite je la découpe en dialogue, en scénario, et j'en fais des micro-séries, et il sort 16 pages, 16 pages, 16 pages, 16 pages, 16 pages, et qu'est-ce que je fais? Je garde le système que les Japonais ont créé, je fais du noir et blanc. Je fais du noir et blanc. Et je vous prendrai l'exemple du chapitre numéro 1, j'ai été surpris, j'ai vendu en moins de 2 mois 600 exemplaires, 600 exemplaires du chapitre 1. 16 pages en noir et blanc, et si je vous parle des coûts de production, et après je parlerai de ce que Ressources Éducatives a permis lorsque j'ai reçu ce financement, je vous parlerai des coûts de production. Hier, il y a eu nos frères de Madagascar qui ont parlé de machines numériques. Aujourd'hui, avec des machines très, même grand public, on est capable d'avoir des coûts de production. Moi, je parle en euros parce que c'est ce qui est mis sur les sites. Vous êtes sur le coût d'une page en noir et blanc à 0,01 €. Et en francs CFA, c'est peut-être, je crois, autour de 5 francs CFA, une page imprimée. Donc, il est possible, au jour d'aujourd'hui, de produire en essayant de nous adapter à nos marchés, en essayant de comprendre le pouvoir d'achat de nos populations. Et je ne pense pas que au Japon, je pense qu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que le nôtre, mais ils restent sur du noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire de la bande dessinée un produit de grande consommation. Lorsque chez eux, j'ai expliqué tout à l'heure à ma collègue de Lomé, qu'avant d'en arriver à des albums comme cela en couleur, ce qu'ils font, c'est que le noir et blanc et ces petits formats sont une sorte de processus de sélection. C'est-à-dire que vous avez des auteurs qui sortent dans une espèce de gros livre où il y a tout un tas d'auteurs différents, avec des styles différents, qui sortent tous en noir et blanc, et ça sort sous forme de gros bottins. Le japonais lambda vient, achète, et ça ne coûte pas trop cher. Ah, excusez-moi, oui, le micro. Le japonais, excusez-moi, là je deviens passionné, c'est peut-être pour ça. Non mais j'explique, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à casser ces freins que
parfois qui sont psychologiques. On se dit, on essaye parfois Oui, il y a des freins, mais on peut toujours y faire face. Le modèle classique de BD couleur est un super modèle. C'est la finalité, l'objectif, c'est peut-être sur la finalité d'offrir de la couleur. Mais comment en tenons compte des réalités de nos environnements? Par quoi on passe pour arriver à la couleur? Les Japonais commencent par du noir et blanc, commencent par des choses très simples qui sont vendues vraiment le moins cher possible. Et moi, sur le numéro 1, j'ai fait 600 exemplaires. Lorsque je sors le 2, les gens qui ont commencé à lire le 1 cherchent le 2, ensuite cherchent le 3, et ensuite, aujourd'hui, ils m'ont harcelé à m'écrire des mails pour me demander, mais vous, c'est toujours comme ça, vous commencez quelque chose, vous finissez pas. Le 4, il est où? Et ça coûte 1000 balles. Je vous assure que ça, avec Ressources Éducatives, le financement que moi j'ai obtenu, m'a permis de m'équiper, de monter à la base. J'avais une imprimante qui me permettait de faire certaines choses. L'imprimante que j'ai achetée avec Ressources Éducatives me permet d'évoluer encore plus. Les accessoires que je vais acheter vont me permettre de faire en sorte que les coûts de production de ce que moi je vais produire, oui, je suis éditeur, je deviens presque imprimeur, mais à un moment, si on doit résoudre des problèmes comme cela, on ne doit pas s'attendre à ce que les politiques règlent les problèmes de taxes et des impôts. C'est des débats interminables. Il faut toucher à des solutions, à des critères pragmatiques sur lesquels on peut vraiment influencer. Acheter aujourd'hui une imprimante qui vous coûte 200 000, 300 000 francs pour pouvoir faire en sorte que des auteurs de bande dessinée soient accessibles, produire 50 exemplaires, produire à la demande 50, 100 exemplaires, aujourd'hui, c'est possible de faire en sorte, et je suis persuadé qu'au Sénégal, parce que moi j'ai été contacté par un jeune éditeur sénégalais qui m'a demandé de lui envoyer des PDF parce qu'il voulait imprimer mes bandes dessinées et les vendre au Sénégal. Il a commencé à les vendre et ça se vend. Ça se vend. Donc, je reste convaincu qu'on peut trouver des solutions pour la BD. Et moi, je suis prêt à renvoyer des PDF à tous les pays qui sont là pour que justement, ce soit diffusé au maximum. Et qu'on fasse que voilà, ce modèle que je n'ai pas inventé puisse voilà, se développer partout. Et ça va stimuler, ça stimule tout l'écosystème. Ce modèle-là a permis d'avoir aujourd'hui, moi, comme j'ai dit, j'ai inspiré d'autres jeunes au niveau du Congo-Brazzaville qui ont reproduit exactement le même modèle, qui dessinent en noir et blanc, qui font des petits trucs de rien du tout, de 16 pages, 32 pages, et qui mettent ça dans leur sac, le vendent un peu à gauche, à droite, et qui eux aussi sont surpris par les chiffres qu'ils font. Donc c'est un peu mon expérience. Joël Épée, quelle dynamique collective pour lever les freins qui empêchent la rentabilité du genre? Je trouve très intéressant que Franck parle comme il parle. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais en fait, ici, c'est la CEMAC. La CEMAC est réfléchie en se disant, dans mon cas, j'ai le même président depuis ma naissance. Donc calculez, d'accord? Vous connaissez mon âge. Vous connaissez son règne, vous connaissez mon âge. Mais du coup, ça veut dire que quand j'entends la CEDEAO parler des pouvoirs publics, du gouvernement, c'est beau, c'est très beau. Mais entre-temps, nous, on doit vivre. Et quand j'entends Franck parler, ça fait beaucoup écho à moi-même. Parce que ça va être... On se ressemble beaucoup en Afrique centrale dans nos freins. Et on décide juste que le frein n'est plus une impasse, en fait. Le problème, c'est qu'on voit certaines choses comme des impasses. Et elles peuvent même sembler être des impasses. Elles peuvent se présenter comme telles, se définir comme telles. Mais nous devons exister. Et si nous devons exister, nous ne savons pas combien de temps nous restons sur Terre, il faut qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des moyens d'exister. Bon, maintenant, à la différence de Franck, donc vous voyez que je me suis lancé dans des défis, couverture cartonnée, vernis, l'intérieur est semi-brillant, c'est des 100 pages. Et du coup, les Malgaches parlaient hier en termes de nourriture, parce que la nourriture est une religion à Madagascar. Au Cameroun, c'est la bière, d'accord? Je ne bois pas. J'ai un autre type de religion. Mais au Congo, chacun a son talon d'Achille, si je peux dire ainsi. Et pendant tellement longtemps, on a pensé au panier de la ménagère
Mais la ménagère, elle a autre chose à acheter de toutes les façons que des choses culturelles. Si on part du principe que la ménagère va investir un argent colossal dans le pagne, elle ne va jamais réfléchir au prix des bijoux. Si on commence à se dire que je dois juste défendre mon produit sans mépriser son panier, mais en me disant que ton panier aura toujours du budget pour mon produit, si je te fais comprendre que mon produit est bon pour toi. Pourquoi les gens se connectent au câble? Pourquoi est-ce que les gens se connectent, ils achètent des datas sur les téléphones? Pourquoi est-ce que les jeunes, il y a des études qui montrent qu'il y a parfois 2 téléphones par maison et il n'y a pas de frigo dans plusieurs maisons et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. En plus, avec les coupures de courant, à quoi sert encore le frigo? D'accord? Mais le power bank te charge ton téléphone. Mais tu fais quoi avec ton téléphone? Tu vas mettre des données pour regarder des images sur Facebook, sur TikTok. Ça veut dire que tu as de l'argent. Et si tu as de l'argent, tu peux consommer. Il faut juste qu'on trouve le moyen de se connecter à cette cible et de communiquer avec elle. Donc, moi, dans mon cas, je suis vraiment partie du blog, donc du numérique. Et c'est du numérique, du dématérialisé, que j'ai matérialisé mon produit. Et ce qui fait que maintenant, c'est marrant, Franck, que tu dises pour ton tome 4, parce que j'ai le même problème sur le tome 4 de La vie d'ébène, où tu as des personnes qui écrivent en disant bah, écoute, est-ce que tu veux faire ta Rihanna, comme elle a arrêté de sortir des albums de musique, hein? Tu as décidé de ne plus faire de la BD, tu sais pas qu'on attend la suite de ce que tu fais. J'ai dit pardon, excusez-moi d'essayer de construire quelque chose. Non, mais voilà, donc il y a des freins. Et pareil, le frein pour moi c'est comme un non. Mais comme on l'a dit depuis le début, quand on parle de mon parcours, le non, sauf en cas d'agression, c'est un début de discussion, c'est un début de négociation. Le système de coédition, de circulation, il y a des solutions. Dans le mécanisme, dans le modèle économique sur lequel je travaille, on va dire que je me suis inspiré du domaine de la musique, où de nos jours, les artistes touchent de l'argent en concert, beaucoup plus en concert que sur la vente de disques ou les vues. Enfin, les vues, ça ne donne pas toujours de l'argent, mais les concerts, oui. Donc du coup, je multiplie les festivals, parce que je sais qu'au festival, tu vends. Bilili BD Festival au Congo-Brazzaville est arrivé à un stade, il va avoir 9 ans cette année. Tous les auteurs, que ce soit des auteurs qui appartiennent à des maisons d'édition, des auto-édités qui commencent comme moi j'ai fait au début, ils vendent tous leurs titres. Ils vendent tellement leurs titres qu'ils rééditent. Il y en a un, je donne son nom parce que c'est un cas qui m'a vraiment ému profondément, c'est Cosmos Édition. Cosmos Édition avait produit ses titres. Quelqu'un a volé ses BD. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je viens de parler de comment la culture n'est pas valorisée. Quelqu'un a volé son sac de BD. Il était complètement... Donc le festival lui a donné de l'argent pour qu'il réimprime et il a tout vendu. Et là, il est en train d'envoyer ses BD dans d'autres pays. Néa, qui est une nouvelle édition africaine, qui est aussi une jeune maison d'édition au Congo-Brazzaville, ils ont tellement vendu pendant le festival qu'ils ont demandé s'ils pouvaient avoir une sorte d'acompte pour éditer rapidement, imprimer rapidement et revenir vendre. Et ils ont encore vendu. Donc, dans ce que j'ai vécu à mon niveau, tous les endroits où je suis partie avec mes BD, je vendais. Donc, à ce moment-là, le temps que les politiques fassent le monde, chacun son travail, en fait. Je ne peux pas faire le travail d'un politique, mais je dois exister. Et dans mon cas, je me rends compte que toutes les fois où je viens avec des BD, quand je présente mon produit et que je le vends, je n'ai plus de stock. Donc, je multiplie les espaces où on va vendre et on n'a plus de stock. Multiplier les espaces où on va vendre, on n'a plus de stock. Il nous reste 5 minutes, c'est ça, Solène? Oui. On va, 6 minutes. On va aborder la question des perspectives en ouvrant le débat au public et Madame Gbadou pourra réagir dans une question. 3, s'il vous plaît. Désolée. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour la qualité des échanges. Ce sera plus une réaction, une contribution par rapport aux derniers propos qui ont été faits par Franck et Joël, parce que ça me parle aussi. Moi, c'est Saraba Édition à Dakar.
plutôt orienté jeunesse, mais on commence à s'ouvrir à la BD. On a fait 2 bandes dessinées. Et Franck, que j'ai rencontré hier, qui me présentait ses BD, s'en parlait tout de suite parce que, effectivement, le but quand on produit des œuvres, que ce soit de la bande dessinée ou de la jeunesse, c'est de vendre. Et il y a cette problématique. Donc, quand il m'explique son modèle, effectivement, avec des petits prix, du noir et blanc, et que ça arrive à s'écouler très rapidement, à créer une communauté, tout de suite, ça me parle. Et moi, c'est vrai que j'ai fait le même choix que Joël, de commencer en disant, il faut qu'on rehausse le niveau de qualité. J'ai fait du cartonné aussi, de la couleur, c'est du 64 pages. Et effectivement, ce qui me revient, on me dit, c'est cher. Oui, mais je dis c'est cher parce que je vais essayer de faire de la qualité, on imprime en local, etc. Donc la question, elle est complexe. Et je pense, je comprends ton modèle aussi, mais je pense qu'aussi, il faut comme le disait Béatrice tout à l'heure, tant qu'on reste dans nos cercles, on s'adapte au pouvoir d'achat de nos populations, on peut faire circuler ces bandes dessinées-là. Mais pour faire évoluer aussi notre écosystème, et puis pouvoir aller aussi à des salons, aujourd'hui on est ici aussi là, demain on sera à Genève, on sera à Paris, on veut aussi pouvoir amener nos œuvres, les présenter et ne pas se dire « Ah tiens non, c'est parce que c'est des œuvres qui sont adaptées à nos populations, on ne pourra pas les amener ». Il faut aussi qu'on ait cette couleur, cette qualité pour pouvoir avoir la tête haute quand on est face aux autres. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les 2 modèles que vous proposez. L'effet de série, moi ça me parle, je comprends très bien, mais il faut notre écosystème aussi, qu'on contribue à le faire grandir. Voilà, c'était pour ça mon intervention. Merci beaucoup. Très bien, merci. Moi, je voudrais rebondir sur la question de la promotion des BD. Et je voudrais donner l'exemple de ma librairie par rapport au manga, les One Piece, ainsi de suite. Je ne comprends pas pourquoi pour ces mangas, on les vend rapidement, si vite en librairie. Chaque fois que moi j'ai une commande, je n'ai même pas eu le temps de les poser en rayon avant que les demandes arrivent. Et pourquoi pour 9e rêve, si je parle de mon pays, je n'ai pas cet engouement. Donc comme solution, je voudrais qu'on oriente notre promotion dans les écoles. Parce que si les enfants ont l'information, dès qu'un enfant lit un manga, il communique à ses amis et ils orientent les parents. Les parents, dès qu'ils sortent des classes, les parents les déposent dans les librairies pour acheter. Donc, si on peut orienter la promotion dans les écoles, informer les enfants de l'existence de ces bandes dessinées, ça peut, parce que le prix de ces livres, les mangas coûtent 6 000, 7 000 %, je les vends comme du pain. Donc, notre BD 9e Rêve au Bénin, je pense qu'on peut orienter la promotion dans les écoles parce que j'ai constaté, je donne l'exemple aussi de mes enfants, c'est sur les bancs qu'ils ont connu les mangas. Et ils connaissent, dès qu'une série sort, ils sont informés, ils disent « Maman, il faut acheter ceci ». Donc, il faut aller vers les enfants. C'est une contribution. Merci. Je peux Autre question? D'accord. Merci. Il n'y a pas d'autres réactions. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé les derniers apports de Franck et Joël. Et tout ça est à intégrer, en fait. Je ne crois pas qu'ici, tout ce qu'on se dit s'exclut. Ça ne s'exclut pas, ça s'accorde très bien. Pensez à faire des livres à prix bas. À Ruisseau d'Afrique, on a 70% de la production entre 1 000 francs et 2. Et hier encore, Yasmine me disait, la grande sœur, elle ne fait pas des livres pour devenir riche. Sinon, on ne vend pas un livre à 1 000 francs, à 2 000, à 1 500 francs. Donc, on est réputé à Ruisseau d'Afrique pour faire des livres en couleur et à Cuba. Et on l'a fait en coédition avec Gandal, Serres, Seburni, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous a valu des prix depuis le début des années 2000. Mais après, il faut être honnête avec nos enfants. La construction de la personne, et Joël en a parlé un peu, c'est pas que lire des petits trucs qu'on peut te faire au prix où c'est accessible. Et en parenthèse, lorsqu'on sort aussi sur la place publique à un événement international, il faut qu'on soit aussi fiers d'arriver avec nos livres sans avoir toujours le complexe du livre venu d'Afrique qu'on achète parce qu'il est venu d'Afrique. On a connu ça dans les années 90. Et on a décidé de dépasser ça. Donc nous, on fait du livre en couleur qu'on vend à 1 000 francs, 1 500, 2 000 francs. Il faut faire attention au contenu. C'est là que je parle du respect de l'enfant. Parce que le livre, c'est pas encore... J'imprime un truc qui est moins cher.
Le contenu, ça doit participer vraiment à la construction de la personnalité. Et si on a décidé de faire des livres africains, moi j'en ai fait un leitmotiv, c'est justement parce qu'on a réalisé que dans les années 90 et au début des années 2000, le livre qui existait à destination de l'enfant africain ne le respectait pas, ne le considérait pas, ne prenait pas en compte son environnement. Donc maintenant, nous sommes investis de la mission de lui produire des ouvrages de qualité avec tout ce qu'il y a de possibilités d'enrichissement pour que nos enfants grandissent en estime de soi. Ce n'est pas les livres de chez nous qui sont les... Alors, le nom ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis attention, vite fait, vite vendu, oui, mais le contenu est dans quel but et dans quelle progression au niveau démarche éditoriale, souci du bien-être de l'enfant, de sa construction humaine, etc. etc. Les événements qui nous font vendre, bienvenue. Je dis, tout est à prendre ensemble. Alors invitez-nous et quand vous nous invitez, on revient à la question de promotion, essayez de trouver des fonds, qu'on nous paye les billets d'avion, etc., qu'on arrive. Parce que pour arriver au Congo, c'est plus compliqué que d'arriver en France. On est bien d'accord ou chez vous, c'est plus facile peut-être? C'est ça, on revient à la question. Je voudrais bien arriver au prochain festival. Là, je pose déjà ma candidature. Je vais aller à Ceiba ou Air Sénégal, on va me donner tout le budget que je dois mettre dedans pour un collaborateur et je vais freiner, comme elle disait tout à l'heure. Donc, c'est très important qu'on tienne compte de ces dimensions-là. Et j'avais un autre aspect, je vais finir très vite. Les événements, il faudrait les multiplier dans tous les pays et leur donner une égale valeur. Les événements autour du livre, dans tous les pays, et une égale valeur, ne serait-ce que dans le cœur du projet ressources éducatives. Merci. Merci. Une minute, Solène. Merci. Je rejoins notre jeune sœur et Joël, notre jeune frère, par rapport, Franck, Joël et Franck, par rapport à leur réflexion. Je suis en phase avec vous. Mais tout à l'heure, quand vous dites qu'on n'attend pas les politiques pour faire bouger, mais toutes les initiatives, tous les acquis qu'on a eus, c'est qu'on a d'abord été initiateurs, nous, à la base. Nos aînés ont été initiateurs. Ils n'ont pas attendu les politiques. Ils ont été initiateurs de tous ces acquis. Et je vous invite à faire de même au niveau de la CEMAC. Ça, c'est juste en passant. Mais quand on pose le débat, la grande sœur l'a rappelé tout à l'heure, on est toujours confronté à des écueils. Nous, par exemple, on s'est lancé dernièrement, c'est vrai, au niveau du numérique. Même au niveau du numérique. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, Franck. Je me dis, c'est bien, c'est une grosse opportunité pour nous autres éditeurs africains. Mais il se pose toujours le problème de la disponibilité et de la sécurité de nos fichiers. Où vont aller nos fichiers? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, en tant qu'éditrice, mais d'abord en tant qu'entrepreneur, je suis bien d'accord de promouvoir la BD. C'est un genre qui a de l'avenir, qui est porteur. Et on a tous fait le constat dans les salons, l'engouement que la BD a auprès des enfants. On était à Casablanca au mois de novembre. J'ai vu l'engouement qu'a suscité les BD que Ruisseau d'Afrique a proposé pour tout le public, que ce soit le public marocain, le jeune public marocain et même le public adulte marocain qui est venu nous visiter à ce salon, l'engouement que ça a posé. Mais cet engouement est là, dans nos pays. Mais aussi, on est dans un écosystème, on est dans un environnement économique et social dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte dans la mesure où, en tant qu'entrepreneur, avoir des impératifs même à court terme, des impératifs à moyen terme. Comment faire pour essayer de s'en tirer à ce niveau?
Merci, je dis Fatou. qu'au Sénégal, on a déjà peut-être un début de solution avec le livre scolaire, le livre de jeunesse qui est intégré. Mais pour les autres, comment on peut faire? Moi, c'est ça mon problème, en tant qu'éditrice, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Merci beaucoup. On a 2 minutes pour finir cette table ronde. Isabelle Dapiedade, et ensuite je vais laisser Joël répondre sur le manga. 1 minute. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je découvre la bande dessinée. Je suis Isabelle Dapiedade, je suis auteure, je suis photographe. Et en fait, ce que je trouvais intéressant dans vos approches et vos réflexions, c'est la notion de, à la fois d'un côté, liberté d'expression, avec toutes les réalités et les difficultés, mais aussi en lien avec peut-être des questions de société. Je ne connais pas les contenus de vos ouvrages, mais ça m'intéresse beaucoup de les découvrir. Et d'un autre côté, la dimension institutionnelle. Et là, il y a de la contrainte, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a de la violence. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous entendre parce que on voit bien que d'un côté, il y a quelque chose de libérateur, même si c'est pas facile, évident. Mais de l'autre côté, il y a des difficultés qui s'accumulent et vraiment, on n'entend pas la possibilité de faire exister cette notion de chaîne du livre, peut-être en rajoutant des maillons, des étapes, d'étendre, éviter cette douleur et cette souffrance pour que vous puissiez aussi à un moment travailler ensemble, mais avec un temps qui est plus souple, plus étendu, plus élargi et qui va vous permettre aussi à un moment d'inventer, de vous réinventer et d'innover et de voir comment vous avez ensemble éventuellement la possibilité d'aller voir des politiques ou d'autres acteurs pour pouvoir leur permettre d'entendre à un moment que le monde évolue et que c'est important aussi de le prendre en compte et de vous soutenir et de vous aider dans vos différentes démarches. Merci. Merci Isabelle. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Les discussions peuvent continuer après le deuxième panel. On est tous ensemble sur le salon et nous allons céder nos sièges à nos collègues de ressources éducatives Guinée qui vont venir tout de suite vous entretenir sur un autre sujet. Merci.